La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. De la pertinence de la 15e conférence du club diplomatique de Lomé, en ce contexte de crise sanitaire où les contacts physiques sont réduits au maximum et où l'école doit se poursuivre normalement, le Togo porte au flambeau Victor Agbenienou et son cartable numérique, le Rétis Renan. La technologie va être déployée au Togo. Les autorités de l'éducation ne cachent pas leur admiration face à cette innovation qui se retrouve bien dans la dynamique nationale. Et l'invité du journal de ce soir, c'est justement M. Victor Agbenienou qui est sur notre plateau. Merci de partager donc ce plateau avec nous. Nous parlerons également dans ce journal des nouveaux foyers de contamination annoncés aujourd'hui par la Coordination nationale de gestion de la riposte. 200 nouveaux cas en 2 semaines. Le Grand Lomé, la région de la Kara, s'ajoute donc au Grand Aune. On parle d'une situation inquiétante et la coordination appelle tout un chacun à s'impliquer dans la lutte contre la maladie à coronavirus au Togo. Et puis sport, football et championnat d'Afrique des Nations, les officiels togolais sont allés remonter le moral à l'équipe nationale en compétition au Cameroun. Au lendemain de sa défaite, 0 but contre 1 face au Maroc, il était important de rappeler aux joueurs que rien n'est encore perdu. Suivre le journal de ce soir. Alors, le coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, vous savez, cette structure créée en 2017 par le président Emmanuel Macron, le président français, pour donner un nouveau visage à la relation entre la France et l'Afrique. Eh bien, le béninois Wilfried Loriano Dorego, coordonnateur de ce conseil, a échangé avec le patronat togolais à Lomé. Ils ont échangé sur les domaines d'intervention du CPA suite à leur visite de l'usine Nioto de production d'huile. On fait le point de la rencontre avec Yata Aratem. Le secteur privé togolais, appelé à contribuer à plus de 50% au projet d'investissement d'ici à 2025, reçoit l'appui du Conseil présidentiel pour l'Afrique CPA, une structure chargée d'aller vers la nouvelle Afrique, celle qui bouge, et ceci dans divers secteurs d'activité. L'initiative vient du fait que l'agriculture est absolument fondamentale pour le développement des économies africaines. Si vous prenez le cas du Togo, l'agriculture représente 40% du PIB, 65% de la population active, et donc tout ce qui peut être fait pour améliorer l'agriculture est absolument fondamental. La coalition a essentiellement pour but 2 objectifs essentiels. 1, amener des acteurs privés du secteur de l'agroécologie, de l'agriculture, à venir s'investir pour développer l'agriculture dans cette zone. Et 2, ce faisant, verdir une zone sahélienne qui permet de ralentir le réchauffement climatique. Je suis venu sur place pour concrètement constater comment les acteurs sur le terrain travaillent, et Géocoton, Nioto fait partie du groupe Géocoton, et Géocoton est un des partenaires essentiels de cette coalition. Sur le terrain, le coordonnateur du CPA a touché du doigt le travail qui s'y fait, comme ici dans cette entreprise dans la zone franche. Une visite appréciée par le patronat togolais. Renforcement, échange d'expertise, comment ça se passe de l'autre côté, comment ça se passe ici, comment nous avons réussi ici effectivement à mettre en place un certain nombre de mécanismes avec justement, je dirais, l'assistance du gouvernement pour pouvoir faire en sorte qu'on stimule davantage justement les agropreneurs, donc des entrepreneurs agricoles, à améliorer leur production pour que nous ayons davantage de matières premières sur le territoire national. Nous profitons de cette opportunité pour féliciter le gouvernement et l'encourager à continuer dans son initiative de donner l'exemple en consommant les produits togolais. Pour ce qui concerne les fêtes de fin d'année, l'armée nationale, à travers le ministère des Armées, a décidé de se ravitailler exclusivement en huile végétale à Nioto. Ça nous a permis effectivement d'écouler une bonne partie de notre production. Déjà en 2019, une semaine a été consacrée au secteur privé.
Un événement pour passer en revue les préoccupations du secteur et lui permettre de bien jouer son rôle dans la croissance économique du Togo. Je vous le disais en titre, la 15e conférence ce mercredi du club diplomatique de Lomé s'est tenue donc mercredi. Les échanges de haut niveau ont porté sur la fracture numérique et notamment les initiatives africaines pour y remédier. C'est ainsi que l'on a longuement échangé sur le RETIS-RENAC, cette innovation du Togolais Victor Agbenienou qui est axée sur l'éducation avec une connectivité à haut débit et surtout à très moindre coût. Reportage Pierre Lanouy, Augustin Kossi. Chaque enseignant équipé d'un ordinateur, des outils d'échange avec les élèves, une solution de classe à distance et en présentiel, cela est possible. On parle du téléenseignement. Le sujet s'invite dans les débats à la première rencontre de l'année 2021 du club diplomatique de Lomé. Le décor va être planté par le modérateur en lien avec RETIS, RENAC, une solution apportée au numérique à l'école par un franco-togolais de la diaspora. Elle facilite les interactions entre les acteurs de l'éducation. L'auteur, Dr Victor Agbenienou, en précise les contenus. Une technologie d'infrastructure d'abord, qui permet d'apporter la possibilité de la connectivité partout et pour tous. Avant même la pandémie, vous voyez comment les salles de classe sont saturées. La pandémie qui est arrivée, on a arrêté l'école. Avec cette technologie de chez soi, on peut continuer de suivre son cours. Je vois qu'il y a pas mal d'écoles qui font des cours du soir. Les fonctionnaires, tout ça, n'ont pas besoin toujours de courir à l'école pour aller suivre le cours. Ils peuvent, sur le serveur, à tout moment aller et faire leur cours en différé ou en direct, mais de chez soi. L'enseignant peut être chez lui aussi désormais et faire son cours et les gens peuvent suivre. Le numérique à l'école, une solution jugée formidable. Elle va être expérimentée au Togo à l'ESAGEN-DE. Le président de l'université de Lomé ne cache ni son émerveillement ni son admiration pour le projet. Je suis doublement en joie. D'abord de célébrer un compatriote qui fait la fierté de notre pays. En second lieu, et je crois que j'incarne une université qui se veut moderne, alerte devant les changements, les évolutions et les ruptures. Et l'université de Lomé n'a pas à rougir devant les avancées numériques, parce que notre slogan est toujours d'actualité. La route du développement passe par la route du numérique. Et je crois que, à travers la solution que vous nous proposez, vous nous sortez d'abord de notre apartheid éducatif, à travers la matérialisation de vos outils. Vous nous faites faire des économies d'échelle, parce que, oui, au XXIe siècle, l'État ne peut plus tout faire. L'État ne doit plus tout faire. Et il nous faut changer les paradigmes de gestion et de management de nos institutions scolaires. Et en dernier lieu, vous nous proposez une solution formidable devant la problématique de la massification que nous n'avions pas su anticiper et qui devient véritablement un goulot d'étranglement devant la problématique du développement. Cette route est tracée, mais le sujet suscite des interrogations quant aux coûts et aux infrastructures. Ce qui est sûr, le Togo aura à y gagner puisque c'est le fruit de sa diaspora. Et au ministre des Affaires étrangères de conclure. Son expérience, son innovation dans le domaine numérique est pour nous une source d'inspiration. D'abord, en tant que Togolais, Togolaises et Togolais, et surtout pour nous qui sommes africains avec nos partenaires ici présents. Monsieur Victor Agbenienou, le club diplomatique est très heureux de vous écouter pour la première fois. Nous sommes contents et nous vous remercions pour votre présence parmi nous ce soir. Et je voudrais vous prier de l'applaudir. Merci à
à tous nos partenaires, à vous tous ici présents. Dire merci au président de la République, le président Faure Gnassingbé, à qui nous avions dit que nous allons vous inviter. Il nous a encouragés à vous inviter, à vous écouter et à lui faire le compte rendu. Le scientifique franco-togolais Victor Agbenienou a déjà expérimenté son innovation en France, au Sénégal et au Nigeria. On va dire bonsoir à M. Victor Agbenienou, président de KA Technologies. Dites-moi d'abord comment est-ce que l'on se sent quand on l'est ainsi acclamé par les représentants de l'État en une si haute réunion suite à une innovation quand même qui date de près de 20 ans. Oui, bonsoir, et je suis heureux d'être reçu sur le plateau de la télévision nationale, et je profite de ce petit moment pour dire quand même merci aux autorités togolaises d'avoir fait ce geste, et en particulier quand on voit le moment où tout le monde parle de numérisation, de digitalisation, et donc il y a besoin que nous qui avons quelques petites compétences à la matière, on puisse apporter notre contribution. Alors, l'innovation, une innovation est un parcours. Ce n'est pas un fait ponctuel. Et donc, ce champignon que vous avez vu, qui a 20 ans, a continué par être travaillé pour pouvoir résister à la concurrence et à la pérennité. Donc, ce qui fait que 20 ans, ça ne veut rien dire, puisque quand vous déposez un brevet, c'est 20 ans qu'on vous donne pour le monopole. Et vous pouvez passer 20 ans sans avoir même fini de développer le produit. Voilà, ce qui fait que ce produit n'a rien perdu de son ardeur et de sa nouveauté. Au contraire, chaque jour qui passe, c'est beaucoup de choses qui lui sont apportées et ajoutées. C'est cela. Alors, tout tourne autour de ce champignon que vous avez développé pour pouvoir donner de la connexion Internet, mais de bonne qualité à moindre coût aux populations dans les zones non couvertes. Et l'autre qui se greffe dessus, l'autre qui se développe grâce au champignon, c'est le cartable numérique, le Retis Renac, qui était donc au centre de cette rencontre au club diplomatique. Dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement et précisément? Voilà. Il s'agit que, quand vous voyez le champignon, l'ULC a fait l'infrastructure. Aujourd'hui, si vous parlez à la télé, vous êtes en bout terminal. Et pour que votre message arrive à un auditeur ou à un téléspectateur quelque part, il faut bien qu'une route soit établie pour que ça puisse arriver, partir de vous et arriver à celui qui l'attend. Le champignon sert à cette infrastructure-là. Et donc, pour tout ce qu'on va produire autour de ce champignon, il y a besoin de terminaux. D'où le cartable numérique qui est constitué soit de téléphone, soit d'ordinateur, soit de tablette, soit tout ce qui est terminal aujourd'hui et à venir, parce qu'on n'est pas encore, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau technologique. Mais l'infrastructure est incontournable. C'est ce que je crois qu'on va s'évertuer à dire à nos autorités africaines de manière globale, que nous sommes beaucoup trop en retard au niveau des infrastructures et qu'on se contente trop des applications et des contenus qu'on peut faire beaucoup plus facilement. Mais l'infrastructure est incontournable. Donc champignon pour infrastructure, le cartable numérique ou les terminaux qui vont venir pour l'utilisateur qui communique sur son réseau. C'est cela, voilà. C'est cela. Et ce cartable précisément, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce cartable-là? Alors, le cartable, c'est celui qui, pour l'école, pour ce qui est de l'éducation, c'est ce qui remplace le sac habituel que l'enfant porte au dos. L'enfant qui porte le sac au dos, ou l'étudiant qui a ses livres, c'est qui a tout ce qui est fourniture, en particulier crayon, gomme, cahier, et livres, etc. Tout ce qui est dans le sac physique est converti en élément numérique. Donc, une seule tablette ou un seul téléphone suffit pour avoir tous ces éléments-là là-dedans. Et comme l'élément est numérique et connecté, son cartable est dedans. L'enseignant demain ne va plus chercher à ouvrir son sac pour prendre son livre ou pour prendre son cahier, son crayon. Il a sa tablette devant lui et donc il a son sac bien dessiné
Il ouvre, il trouvera son crayon, sa gomme, son cahier, son livre dans son sac ou dans son casier numérique. Tous les livres et tous les cours. Ah oui, donc il n'y a plus rien à traîner physiquement. Alors, on extrapole pour dire que, je ne sais pas si vous avez sous-pesé, si vous avez des enfants, Les le sacs, poids les sacs des enfants. des sacs. Alors, ces sacs, il faut que ce soit derrière nous, Oui. que son téléphone à terme ou sa tablette aujourd'hui suffisent pour aller à l'école. Et ça sert doublement. Non seulement il constitue le sac numérique, mais il est en même temps aussi l'outil d'apprentissage, puisque c'est ça qui lui permet de se connecter et de pouvoir discuter avec le monde entier comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Alors, expliquez-nous brièvement comment se fait l'interaction en classe entre l'enseignant et l'apprenant. Alors, nous avons équipé l'école supérieure d'administration et de gestion, ESAG. ESAG NDE, voilà. parce que le système catholique, l'enseignement catholique vous a sollicité pour l'implémentation de ce système-là depuis 1 ou 2 ans. C'est ça. Alors donc, une fois que comme cette école est équipée, ça veut dire que tous les échanges entre les enseignants et les élèves, les enseignants vers les enseignants, les élèves, les étudiants entre eux, se passent totalement de manière sans fil et numérique. Et sans Internet. Il n'y a pas besoin de l'Internet pour le faire. Donc, on parlera peut-être dans le sujet de ce que ça représente, aussi bien pour les parents, pour les étudiants et surtout pour l'État, en matière d'économie qu'il faut faire et qu'on trouve cet argent pour pouvoir financer des choses beaucoup plus compliquées que de perdre toujours de l'argent dans les mêmes choses qui ne nous avancent plus, mais qui au contraire nous épuisent. Voilà. Alors vous nous dites que ça ne nécessite pas de connexion Internet. Oui. Alors justement, vous aviez vu le champignon qui a un autre brevet qui s'appelle le 80-20. D'accord. Le 80-20 veut dire que quand nous avons déployé le truc à ESAG, tant qu'ils sont dans le rayon de l'ESAG, alors tout ce qu'ils échangent entre eux passe par leur serveur. Parce que dans chaque école, nous disposons d'un serveur. Demain, ce que vous allez faire ici, si nous avons déployé la solution sur Lomé, vos données sont d'abord chez vous ici. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la moindre chose que vous produisez en tant qu'image, vous l'envoyez sur ce que vous appelez les clouds. Ces clouds qui sont trop hauts et trop loin. Et désormais, ça sera chez vous ici. Et quand, sur Lomé, les gens ont besoin de cette image, ça sera sur l'infrastructure du champignon que tout le monde bénéficiera de cette disposition sans Internet. Maintenant, on laisse les 20% qui permettent, parce que nous sommes quand même dans un monde, les 20% permettent d'aller un peu partout dans le monde, mais ce n'est plus comme aujourd'hui. Quand on a une petite bande passante comme on a aujourd'hui, et qu'on met plus de 1000 dessus, mais le service est dégradé pour tout le monde. Donc on fait attention pour que le service de demain soit de qualité, qu'il soit plus disponible et plus efficace, surtout que la gourmandise en bande passante, en données, est de plus en plus élevée. Donc dans l'école, tous les devoirs, les préparations des enseignants, ils ont leur serveur, chaque enseignant, chaque étudiant a son compte, et donc il a son compte, voilà, comme vous avez votre compte sur le cloud, sur votre email, tout ce qui va se passer, on leur crée tout ce qu'il faut. Le mail pour échanger dans l'école, les réseaux sociaux, s'ils veulent en faire, mais c'est local. C'est local. Alors quand ils rentrent chez eux à la maison pour faire les devoirs de maison, pour faire les exercices, pour apprendre, comment est-ce qu'on a accès à ces cours qui sont sur la tablette, alors que l'installation est peut-être à l'école? Voilà. C'est pour ça que le dispositif est de 2 niveaux. Quand vous prenez Retis, c'est l'infrastructure intramuros de l'école. Donc c'est l'intérieur de l'école. Chaque salle de cours ou chaque salle de classe est équipée en sans fil très haut débit. Et donc quand on est à l'école, il n'y a pas besoin de solliciter l'extérieur. Mais il y a le champignon que vous avez vu, c'est lui qui s'appelle Renac, qui lui, quand nous l'installons sur le toit de l'ESAG, quand on va l'installer sur le toit de l'ESAG, il peut rayonner jusqu'à 15-20 km de rayon. Ça veut dire quoi? Que tous les étudiants, tous les élèves, tous les habitants de Lomé, pour ce qui est de l'éducation, ils ont un réseau dédié pour leur activité à très haut débit.
Donc à la maison comme à l'école, ils sont connectés, comme vous et moi aujourd'hui, grâce au réseau des opérateurs et grâce à l'Internet. Mais désormais, ça sera grâce au réseau que les États auront accepté de déployer sur les territoires. C'est cela. Voilà. Et vous nous parliez tantôt des avantages qu'on économiserait aussi bien l'apprenant, le système scolaire, l'État, que les parents. En quoi est-ce qu'on économise? Alors, vous prenez par exemple, si ce système est déployé, ça veut dire que tout sera numérisé. On prend l'exemple d'un livre. Un livre, pour les exemples que je connais, je ne sais plus exactement combien le livre moyen coûte, mais je vais citer l'exemple de la France. En France, un manuel scolaire d'un élève de collège ou de lycée tourne autour de 25 €, entre 23 et 25 €. Ce livre, quand il est physique, d'abord pour l'État, pour fournir ce livre à 1 million d'élèves, il faut que chaque livre soit imprimé ou produit à 1 million d'exemplaires, sinon plus. Et le nombre de matières est produit comme ça. Il faut seulement s'imaginer la logistique qu'il faut pour que les livres arrivent aux étudiants ou aux élèves. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Ça a été ça. Nous avions déployé un réseau au Burkina, notre premier réseau au Burkina en 2012. Nous étions au mois d'avril ou mai, quand les livres de l'année ne sont pas encore tous parvenus à tous les établissements. Donc, on comprend qu'on veut donner des livres pour l'année, mais cette les vacances difficulté... profilent à l'horizon et les livres et puis ils ne n'étaient sont pas arrivés. Oui. Donc, déjà, la logistique pour l'État qui est chargé de l'éducation. Après, c'est le livre lui-même. Le livre, pour être produit, il lui faut du papier, il lui faut de l'encre, il lui faut de l'impression, il lui faut toute cette grosse consommation d'énergie et de produits est incommensurable. Mais si on passe à la version numérique, une fois que l'écrivain a fini son livre en manuscrit, nous le prenons et ça devient un livre numérique, et le seul exemplaire, c'est pour les 7 milliards qui habitent sur la Terre. La planète. Et de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour finir, pour implémenter ce système au Togo et pour en jouir effectivement avec tous ces avantages? Alors, pour concrètement finir sur la question du prix, un livre qui coûte 25 € physiquement en France, quand on l'amène en version numérique, il n'est plus que de 3 à 6 € maximum. On voit l'économie que les familles, les parents, l'État qui dépense de l'argent pour l'élève peut faire pour faire autre chose. Alors, donc vous demandiez... De quoi est-ce qu'on a besoin, quelle infrastructure finalement pour l'implémentation au Togo pour tous finalement? Oui, je crois que nous sommes au Togo et il y a des opérateurs au Togo. Ce qu'on va essayer d'expliquer aux autorités politiques, c'est que le produit n'est pas concurrent de ce que les opérateurs font aujourd'hui. Les opérateurs sont en manque perpétuel de solutions optimisant la bande passante. Donc notre solution est complémentaire. Deuxième chose, on a fait une invention, on a fait du développement, donc on est éditeur, on est comme équipementier. On n'est pas concurrent d'opérateurs. Ces opérateurs ont besoin de notre technologie pour améliorer leur infrastructure pour les territoires. Quand on parle de mon pays, par exemple, y compris même de la France, depuis, le GSM n'est pas arrivé partout, à cause justement de la lourdeur, alors que notre dispositif est assez souple, agile, qui peut être installé partout et pour tous. Merci bien. Et pour finir, le système il est implémenté, expérimenté en Europe et dans d'autres pays d'Afrique, au Nigeria, au Burkina Faso. Oui, le produit se consomme d'abord en France. Oui. Et puis, mais comme nous ne sommes pas opérateurs, nous, on s'arrête à montrer pour que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires s'en emparent pour en faire leur affaire. Y compris vous-même, mais vous pouvez vous positionner pour vous en emparer et faire de l'infrastructure. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Victor Agbeyeno d'être passé sur ce plateau, président de KA Technologies, inventeur de ce cartable numérique qui est donc déployé dans une école au Togo et qui suscite l'admiration des autorités togolaises. On croise les doigts pour se revoir très prochainement. Merci. Et bénéficier de cet outil-là. Merci. Pour poursuivre ce journal, vous êtes agent permanent de l'État, assuré, âgé de 55 à 60 ans. Vous avez droit à une pension de vieillesse normale. Cette pension est disponible à la Caisse nationale de sécurité sociale.
comment entrer en jouissance de ce droit avec les nouvelles dispositions prises en la matière pour faciliter l'accès rapide aux bénéficiaires? Découvrons l'essentiel dans ce dossier de Lucassi. Un agent permanent de l'État assuré, âgé de 55 ou 60 ans, a droit à une pension de vieillesse normale s'il accomplit au moins 180 mois d'assurance et cesse toute activité salariée. Cette pension est déterminée et payée par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Elle offre également une pension de vieillesse anticipée. C'est une offre réservée aux assurés de 55 ans accomplis, non atteints d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales, mais remplissant la condition d'assurance donnant droit à une pension de vieillesse. Tout assuré remplissant ces conditions peut demander le bénéfice de ses droits à pension par anticipation. Et dans ce cas précis, le montant de sa pension va subir un abattement de 5% par année d'anticipation. La pension d'invalidité. Elle est réservée à l'assuré qui devient invalide avant l'âge de 60 ans et qui a accompli au moins 120 mois d'assurance, dont 6 au cours des 12 derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité. Sont calculés en pourcentage de la pension de vieillesse, d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès, les pensions de survivants. Ceci se fait à raison de 50% pour le conjoint survivant, c'est-à-dire veuve ou veuf, 25% pour chaque orphelin de père ou de mère et 40% pour chaque orphelin de père et de mère. Il faut retenir que le montant total des pensions de survivants n'excède pas celui de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit. Outre les pensions, la CNSS donne aussi des allocations. L'institution a mis en place une allocation de vieillesse. Elle est destinée aux assurés ayant accompli au moins 12 mois d'assurance et atteint 60 ans avec la cessation de toute activité salariée alors qu'il ne remplit pas la condition de 180 mois d'assurance requise pour une pension de vieillesse normale. Ils reçoivent tout simplement une allocation de vieillesse en versement unique. Les assurés reconnus invalides et qui ont accompli moins de 120 mois d'assurance ne sont pas en reste. Ils peuvent percevoir une allocation d'invalidité sous forme d'un versement unique. Les survivants ont droit à une allocation si l'assuré décédé a pu accomplir au moins 12 mois d'assurance au lieu de 180. Le mécanisme d'obtention de ces pensions ou allocations n'est pas automatique. Il est requis un dépôt de dossier de demande à la Caisse nationale de sécurité sociale pour appréciation et validation. La Caisse nationale de sécurité sociale a également en charge la protection sociale des travailleurs déclarés. Elle immatricule les employeurs et les travailleurs assujettis, recouvre les cotisations sociales dues, gère les cotisations sociales et paie des prestations sociales aux ayants droit. Ces prestations permettent aux bénéficiaires d'assurer leurs vieux jours ou de se prendre en charge en cas de décès d'un parent ou conjoint. Et on va faire le point de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo. Les chiffres du jour, à ce jour, donc de mercredi 20 janvier 2021, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4 459, 76 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3 865. 26 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 520. Le nombre de décès est de 74. Le point est signé dans un communiqué le point est porté dans un communiqué signé du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Alors que l'annonce des vaccins a suscité l'espoir, les chiffres de contamination au Covid-19 ces dernières semaines sont plutôt inquiétants. Au Togo, 3 nouveaux foyers de contamination, 3 foyers donc au total, ont été portés à la connaissance de la presse ce mercredi. Le Grand Aune, que l'on savait depuis quelques jours, le Grand Lomé qui se confirme encore, et la région de la Kara. La coordination met en œuvre tout pour éteindre ces foyers et rompre la chaîne de contamination. Plus de détails dans ce reportage de Dodo Waré. Il n'y a pas que des foyers de contamination du Grand Aune, Grand Lomé et Kara qui ont augmenté de façon exponentielle les cas positifs au Covid-19 ces dernières semaines.
Les voyageurs font partie du lot. Alors qu'ils arrivent avec des tests négatifs, ils sont testés positifs au Covid-19 à l'aéroport international Gnassingbé et Adéman. Près de 400 cas ont été enregistrés d'août à mi-janvier. La coordination note également un relâchement dans l'observance des mesures sanitaires, surtout dans les bars. Avant ces 2 semaines, les chiffres de la semaine tournaient autour de 137 cas. Et la semaine du 30 au 5 janvier, nous avons eu 166. Du 6 janvier au 12 janvier, 275. Vous voyez qu'il y a eu un bond de plus de 100 cas. Et de 13 janvier au 19 janvier, 338. Pour ce qui est de la région des savanes, si nous regardons depuis environ 3 semaines, nous avons eu dans le Grand Aune 138 cas en 3 semaines, dont 70 cas à Dapaon, c'est-à-dire dans Aune, et 26 cas à Tandjouaré, 20 cas à Saint-Cassé, 15 cas à Penjal Ouest et 7 cas dans Penjal. Si on veut regarder toute la région de la savane, on ajoutera l'OTI Sud, OTI 10 cas et OTI Sud 6 cas. Mais pour ce qui est de la semaine, uniquement en une semaine, nous avons eu plus de 20 cas dans Aune, c'est-à-dire que depuis la semaine dernière, nous nous sommes rencontrés jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu plus précisément 24 cas, et à Tandjouaré 19 cas, Saint-Cassé 17 cas. Vous voyez que les choses évoluent très vite. Les décisions ont été prises pour boucler la zone et mettre un couvre-feu. Ceci va nous permettre de maîtriser à la fois le foyer dans la zone, mais éviter que ce foyer contamine le reste du pays. À Kara, en une semaine, il y a eu une augmentation de 27 cas. À Lomé, l'augmentation est à la fois communautaire, mais aussi des cas des voyageurs. Au mois d'août, pour 6400 voyageurs, nous avons eu 17 cas. Le mois de septembre, 7000 voyageurs, 7100 voyageurs, nous avons eu 16 cas. Le mois d'octobre, nous avons eu pour 8700 voyageurs 40 cas. Le mois de novembre, nous avons eu 8124 voyageurs et nous avons eu 72 cas. Et c'est ça qui fait évoluer les chiffres, les pourcentages que je vous ai donnés, 0,3, 0,2, 0,5, 0,9. Et le mois de décembre, nous avons eu 11 584 voyageurs et 152 cas. Et le mois de janvier, qui n'est pas encore fini, pour 5 134 voyageurs, nous avons déjà 120 cas. L'augmentation des cas s'explique aisément par le non-respect des mesures barrières dans les bars, mais aussi les lieux de culte. Ces relâchements remettent en cause les acquis du Togo dans la riposte contre cette pandémie. La coordination appelle à une prise de conscience au risque de boucler d'autres villes en attendant les premières doses de vaccins. Il faut que tout le monde respecte les mesures barrières, mais aussi les mesures prises. Car la manière dont nous voyons l'augmentation des cas, il peut y avoir encore certaines zones qui seront bouclées et où il y aura aussi un couvre-feu, si les choses continuent par évoluer ainsi. Nous sommes toujours à l'étape des préparatifs pour l'arrivée des vaccins. La commande est déjà lancée. Nous allons avoir plutôt certaines doses de vaccins pour commencer à vacciner chez nous, peut-être en mars, parce que dans l'initiative COVAX,
Les vaccins, si ça doit arriver, ça arrivera vers le mois de juin. La coordination continue de traquer les cas positifs et en appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous pour décroître les taux de contamination. L'on pointe du doigt un certain relâchement dans le respect des mesures barrières, ces mesures qui ont été édictées pour faire justement barrière à la propagation du virus, notamment le port de masques dans les lieux publics et l'hygiène régulière au niveau des mains. On part à Atakpamé dans la région des Plateaux faire le constat avec Sylvain Raboudou. Après les classes, les voici sur le chemin de la maison sans cache-nez. Rares sont ceux qui l'ont porté pour se rendre chacun chez lui. Ce constat est observé partout, dans les marchés tout comme dans les lieux publics. Il faut donc une prise de conscience pour que chacun se conforme aux mesures qui seules permettent de mieux prévenir la pandémie dont les chiffres de contamination ces derniers jours ont considérablement grimpé. Comme on l'avait débuté et tout le monde se donnait à fond pour pouvoir se prévenir contre la maladie au niveau des hôpitaux, au niveau des marchés, chacun doit se donner en utilisant chaque fois leur cache-nez. On doit savoir que la maladie est réelle, donc on doit appliquer les gestes barrières pour protéger notre vie. Les gens doivent mesurer l'ampleur de cette maladie et prendre conscience sérieusement que cette maladie-là, tant que l'État, le gouvernement, n'a pas levé les mesures barrières, nous devons continuer toujours à respecter ces mesures-là. Beaucoup ont donc relâché dans le port de masque, le lavage régulier des mains, surtout dans certains services où les dispositifs sont restés inutilisables. La nécessité de la sensibilisation s'impose donc pour davantage faire comprendre aux uns et aux autres l'importance de ces mesures et amener ceux qui ne croient pas toujours à jouer eux aussi leur partition pour mieux accompagner le gouvernement dans cette lutte commune. Il y a certaines qui ne croient pas jusqu'à présent qu'il y a quelque chose qu'on appelle Covid. Moi, je veux qu'ils sachent qu'il y a la maladie. D'autres ne croient pas. Certains n'ont plus cru. Des gens croient qu'ils doivent voir de visu le malade lui-même. Nous, on les voit, mais ils croient. On ne peut pas leur montrer, on va montrer leur se trouve pour qu'ils rentrent dans les centres d'isolement. Cela nous interpelle et nous oblige à reprendre la sensibilisation. À reprendre la sensibilisation par tous les moyens. Pour beaucoup, un effort doit être également fait par la FOSAP, Force spéciale anti-pandémie, pour renforcer ces mesures, et ceci à plusieurs niveaux. Malheureusement, nos soldats qui font ce travail, ils ont envisagé seulement que ceux de voitures et ceux de Zémidia. Or, le problème même se trouve dans les maisons, dans les marchés et dans des écoles. Nous sommes dans la cour de l'école, voici les élèves qui se promènent, il n'y a pas cache-nez. Les vendeuses n'en ont pas. Donc c'est tout le problème qu'il y a. Si vous jetez un coup d'œil tout à l'heure sous les arbres, vous voyez les revendeuses, les enfants. C'est comme c'est sur les hommes de moto et de voiture seulement qu'il faut appuyer. Ceux-là sont laissés hors, alors que c'est eux qui font une grande partie. Donc ça, à mon avis, je vois qu'il faut les sensibiliser aussi. La mairie aussi, les revendeuses, tu les vois, ils ne mettent pas les cache-nez et ils installent leurs trucs, ils vendent. Mais il faut au moins les sensibiliser aussi pour que nous tous on lutte contre la pandémie. La lutte contre la pandémie est une affaire de tous et chacun doit se conformer aux mesures barrières, notamment le port obligatoire de masques, le lavage régulier des mains, la distanciation physique pour mieux faire barrage à la propagation de la pandémie au Togo. Et l'on ne peut en ce 20 janvier 2021 ne pas signaler que Joseph Robinette Biden Jr. a prêté serment sur la Bible ce mercredi de servir loyalement les États-Unis d'Amérique. C'était en l'absence de son prédécesseur. Sobre cérémonie donc au Capitole pour l'investiture du 46e président de cette République. Il aura pour principale mission de réunir des Américains plus que jamais divisés par la politique. La présidence Biden sera marquée également par une première dans l'histoire américaine, une vice-présidence noire et féminine.
Kamala Harris, d'origine asiatique. Et plus tôt dans la journée, il faut signaler que le président sortant Donald Trump quittait la Maison-Blanche et Washington pour sa résidence en Floride, sa résidence privée, après une escale discours sur une base navale dans le Maryland. Au lendemain de leur défaite, 0 but contre 1 face aux Lions de l'Atlas du Maroc, les éperviers locaux ont reçu la visite de personnalités, membres de la délégation togolaise là-bas au Cameroun pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. La délégation est donc allée remonter le moral de la troupe dans l'optique du deuxième match du Togo qui se joue vendredi prochain, vendredi 22 janvier, face au Rwanda. Le compte-rendu de la visite avec nos envoyés spéciaux à Douala, Giovanni Womeno et Piu Chempiutba. Ce sont des éperviers locaux décontractés et au moral d'acier que le chef de la délégation togolaise, Lemou Lonyiwa, accompagné des représentants de la FTF et du consul du Togo au Cameroun, Tometi Kofi, est allé rencontrer à leur base de la falaise. Ce trio dirigeant est porteur d'un message de soutien et d'encouragement. Nous sommes porteurs d'un message d'espoir. Nous sommes venus exprimer aux joueurs les encouragements et le soutien de la chef du gouvernement, son Excellence Madame Victoire Domega Togbe, qui a demandé qu'on encourage les joueurs, qu'on leur exprime la solidarité et la proximité du gouvernement togolais et qu'on leur dise de ne pas perdre espoir, de rester confiants pour la suite du tournoi. Nous avons dit aux joueurs qu'il faudra qu'ils se subliment, qu'ils se surpassent et qu'ils puissent arracher lors de la deuxième sortie une victoire qui sera précieuse et indispensable, qui va déterminer la suite de la compétition. Nous leur avons demandé de jouer crânement leur chance lors de cette deuxième sortie pour véritablement se repositionner. Un geste très apprécié par les rapaces qui promettent tout mettre en œuvre pour rebondir. C'est un grand joie cette visite parce qu'ils sont venus nous témoigner tout le soutien du peuple togolais, du gouvernement. Donc ça nous a fait plaisir. Ça prouve que tout le peuple togolais nous soutient et qu'ils sont derrière nous. On promet la victoire parce qu'elle est impérative, on doit gagner pour espérer continuer dans la compétition. Les éperviers qui sont dans l'attente de la deuxième journée de la poule C ont obligation de résultats face aux Cranes d'Ouganda pour espérer poursuivre l'aventure du CHAN. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Ekwe Sala pour l'édition de nuit. Passez une très belle soirée en notre compagnie. Au revoir et à très bientôt.